dépenses sur le virement à la section d'investissement. Et là, il y a écrit dans le tableau virement à la section de fonctionnement, c'est virement à la section d'investissement de la premier tableau. Alors, pour les dépenses d'investissement, maintenant, on vous propose donc des dépenses d'environ 4 600 000 € pour les immobilisations sur les chapitres 20, 21 et 23. Nous prévoyons donc de financer ces dépenses en recourant à un emprunt d'environ 1 550 000 €. Bien entendu, si nous ne réalisons pas toutes les dépenses sur notre fondamental de subvention, ce montant-là sera diminué. Vous avez ensuite sur les pages 17 et 18 un détail des investissements prévus avec le plan pluriannuel d'investissement, donc étalé jusqu'à 2023. En conclusion, si ce rapport s'inscrit dans les mêmes objectifs depuis 2 ans, il convient de souligner la bonne santé financière de notre collectivité. Depuis presque 10 ans, la collectivité n'a procédé à aucune hausse d'impôts ni de ses coûts de régime. Cette situation permet d'envisager de ne pas augmenter les taux d'imposition communaux, le maintien de toutes les tarifications des régimes, le maintien des subventions pour soutenir le secteur associatif et une diversification des ressources pour la 11e année consécutive. Le programme d'investissement s'articule autour de projets phares, l'achat d'un terrain pour le futur lycée, la fin des travaux de l'hôtel de ville, la réhabilitation intérieure de l'église de la Madeleine, la réhabilitation de l'ex-gendarmerie, la passerelle, le pool routier, il ne faut pas oublier, la mise aux normes progressive en matière de consommation énergétique de l'ensemble du parc immobilier de la commune et la mise en place d'un plan d'économie d'énergie. Quelles sont vos remarques et vos questions? Il n'y en a pas? Si. La première concerne la première phrase de la présentation, où il est mentionné que la commune investira sans augmenter la pression fiscale. On parle bien du taux, mais les impôts locaux ont quand même augmenté de par la base. Oui, mais ça, c'est pas la pression fiscale, puisque si la base augmente, c'est pas de notre fait. D'accord. On est bien d'accord que chaque contribuable paiera un peu plus d'impôts quand même. Les gens paieront, je crois que c'est effectivement 0,9% d'augmentation des bases. Il y a aussi l'assiette qui augmente, par contre. Oui. Il y a davantage de construction, il y a davantage de logements. Oui, il ne faudrait pas que les autres riverains croient que leur feuille d'impôt va baisser, vu qu'effectivement, dans le cadre des lois de finances, les bases d'imposition augmenteront. Donc effectivement, si on voulait que la feuille de chaque autorivin soit identique à celle de l'année précédente, il faudrait baisser les taux d'imposition pour que les abus concurrence du montant de l'augmentation des bases votées dans le cadre de la loi de finances. Or, ce n'est pas le cas. Donc les autorivins verront bien leur feuille d'impôt normalement augmenter du pourcentage voté dans le cadre de la loi de finances au profit de la commune. Sachant que la plupart d'entre eux ne paieront plus la taxe d'habitation, puisqu'il y a 85% des autorivins qui en sont dispensés déjà. Et les autres, les 15% restants, ça va s'étaler sur 3 ans. Donc, l'augmentation ne sera à 0,9% que sur le foncier bâti. Concernant l'analyse rétrospective du budget de 2020, on voit que le chapitre 012 charge de personnel est stable, une hausse de 0,03%. Oui. Et par ailleurs, comme je l'ai précisé tout à l'heure, on peut considérer qu'il est en baisse puisque le chapitre 013 en recette donc, est supérieur à celui de l'année précédente, puisque le différentiel 012 moins 013 est donc supérieur à 2019 par rapport à 2020. Il y a une baisse au niveau
les dépenses en D'accord, je comprends. charge sociale. Mais comment est-ce possible, puisque il est écrit en page 8 que Oui, mais il y a une politique RH qui vise à déprécariser. c'est vrai. On a titularisé des Mais c'est vrai agents. que vous n'étiez pas là l'année précédente, on aurait eu une forte augmentation l'année précédente, mais qui était due à pas mal de doublons et qui n'y sont plus donc, cette année, mais il y avait une augmentation, il y avait en fait pratiquement 300 000 euros qui correspondaient à des doublons ou à des choses qui étaient supplémentaires mais qui ne se reproduisaient pas tous les ans. Et donc effectivement, Donc on a pu stabiliser cette année. d'accord, en supprimant donc une dizaine de postes. On n'a rien supprimé du tout. Il y avait des doublons, les doublons c'était les gens qui partaient à la retraite, qui ont été remplacés, mais pendant un bon moment ils ont été deux sur le poste. D'accord. Oui, par rapport donc à l'excédent de fonctionnement 2019-2020, effectivement, on s'aperçoit que l'excédent de fonctionnement donc, s'amenuise, vu qu'on passe de 1 238 639 à 994 Vous n'avez pas écouté, parce qu'en fait, ça vient de la unité de remboursement anticipé de l'emprunt, et cette remboursement anticipé de 282 000 euros, il va nous servir pour les années suivantes. Je vous rappelle qu'on va économiser chaque année 60 000 euros de fonctionnement, pendant 13 ans. Je n'ai pas la même logique et la même lecture que vous, monsieur le maire. Oui, bien sûr. Pour moi, donc, et pour les chiffres parlent, et pour les budgets, il y a bien donc une baisse. Est-ce que cet excédent nous a été suffisant pour couvrir nos dépenses d'investissement? C'est ça qui est important. Et même en comptant à 990 000 euros, on est encore supérieur au remboursement du capital de l'emprunt. Donc vous devriez vous en féliciter. Lors du conseil municipal du 24 juin 2020, lorsque nous avions débattu de l'orientation budgétaire de 2020, je vous avais alerté sur le montant des subventions qui s'élevait à 975 000 euros pour les recettes d'investissement. Et je vois que dans le tableau page 13, on en est à 335 000 euros. Oui. Donc comment ça se fait? Finalement, est-ce qu'on n'avait pas les subventions? Non, il y en avait tout, mais il y a un décalage, donc les subventions, on les compte que quand les travaux sont terminés, et vous pouvez remarquer que dans la partie reste à réaliser, il y a quand même 480 000 euros qui sont en grande partie des subventions, qui seront donc qu'on ne touchera pas en 2021. Concernant le capital de la dette, le restant dû, sur 2021, donc on est à 7 787 000. Est-ce que vous comptez dans ces 7 millions le rachat des deux emprunts pour 1 780 000 euros? C'est compris? Comment quelle question vous posez là? Mais on a racheté un emprunt et on a remboursé l'emprunt. Donc c'est zéro. Donc il y a zéro. Quelle est la réponse? Mais la réponse, c'est qu'effectivement, il nous reste dans la dette 7 700 000. D'accord. Plus 1 400 000, moins 1 400 000. D'accord. Je voulais avoir cette précision. Vous m'étonnez, monsieur Lévy, qui m'avait donné des leçons, qui m'avait appris à faire les dossiers. Non, c'était une question. Mais c'était vrai, hein, je reconnais qu'en 2008, quand je suis arrivé, vous avez été mon professeur. Il arrive que l'élève ne fasse le maître. Je vais le mettre en thermomètre. Monsieur Scapin. Oui, il y a plein d'endroits où je ne comprends pas très bien. On a repris les additions et il y a plein d'erreurs, donc c'est un peu compliqué de se positionner, de tout comprendre. Là. Si j'additionne les pages 15, dans le premier tableau budget prévisionnel des dépenses de fonctionnement, sur 2020, il y a la somme il fait 11 millions, pardon.
019 597 12. Après, on a relevé plein d'incohérences là sur les... Oui, l'incohérence que j'avais relevée, c'est sur les recettes d'investissement du budget prévisionnel. Effectivement, là, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'avais donné un brouillon qui n'était peut-être pas très bien écrit à M. Vignal. Oui, parce qu'on a des Là, on a écarts corrigé ça. 11 019 et vous mettez 11 306. Donc il y a des écarts de près de 300 000 euros. Bon. Donc ça, c'était sur le prévisionnel 2020. Écoutez, peut-être qu'on n'a pas bien oublié, effectivement. Oui. Oui, c'est sûr. Ce qui compte, je pense, quand même, c'est le prévisionnel 2021. Ouais. Bon, ce qui compte, c'est ce qui est écrit. Non, mais je n'ai pas revérifié le prévisionnel 2020, puisqu'il était déjà sur le doc précédent. Oui. Ce que nous avons également relevé, c'est, bon, mis à part le fait que le plan pluriannuel aurait pu aller jusqu'à la fin du mandat, sur au niveau des investissements. Effectivement, vous portez le terrain glissant en pluriannuel simplifié. Par contre, effectivement, dans la programmation de tout ce que la commune devra réaliser au titre des réseaux, infrastructures, voiries, etc., tout ce qu'on peut mettre en annexe donc, des acquisitions de terrain qu'il faudra faire donc, pour ce lycée, vous ne portez donc aucune somme dans le plan pluriannuel simplifié jusqu'en 2023. Quelle traduction peut-on en faire? Non, mais effectivement, il se peut que sur 2023, il commence à y avoir des études sur le gymnase, des études sur le rond-point, qu'il peut y avoir effectivement un début d'autres dépenses pour 2023. Pour l'instant, on ne les a pas encore précisées. Vous n'avez pas préparé mieux que ça dimanche matin, quand même. Alors, on y a passé du temps. On y a passé 4 heures. 4 heures. On a été très sages et puis on a essayé de travailler au mieux. Et puis de ne pas trop embêter le conseil. Vous avez rendu la clé d'ailleurs. Comment? Avez-vous rendu la clé? Oui. On ne va pas rentrer dans la mairie en gardant la clé comme ça, sournoisement. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce que c'est la passerelle médiathèque sur les investissements La passerelle médiathèque, c'est une passerelle qui est prévue, pour laquelle je dois dire que j'ai sûrement la décalée, qui était une passerelle qui était prévue entre traversée de l'Ariège, donc du Ramier à la médiathèque, en gros. Pour aller dans le lycée, après c'était une prévision pour le lycée. D'accord. Je me permets, c'était un projet qui venait notamment des réflexions sur lesquelles je vous invite à prendre connaissance. C'était le travail fait avec l'école d'architecture entre 2018 et 2019. Et effectivement, les étudiants, et ça nous avait beaucoup interpellés, avaient noté qu'il manquait sur cette partie-là une liaison entre toute la partie équipement sportif, équipement culturel et cette partie-là de la ville. Donc ils avaient effectivement trouvé intéressant la première passerelle près du pont, mais mis en évidence quand même ce besoin pour vraiment une meilleure circulation des modes de doux dans la ville. Et c'est vrai qu'avec en plus l'arrivée du lycée à cet endroit-là, ça serait intéressant de pouvoir effectivement avoir entre guillemets un raccourci de plus entre notamment les quartiers de Saint-Paul et de Saint-Paul pour pouvoir accéder directement à ces équipements. Oui, bon, si on le diffère... Et d'ailleurs, ce sujet-là, les étudiants donc, avaient fait un petit livre là-dessus, qu'est-ce qu'ils avaient fait, et j'en ai 25 exemplaires, donc il y en aura un pour chacun d'entre vous. Voilà. Merci. Parce que M. Gallet et moi n'étions pas là avant 2020, donc on n'a pas tout l'historique, donc merci de le faire partager. Et ensuite, on s'est posé beaucoup de questions concernant les recettes d'investissement, parce que là, il y a un tableau avec toutes les dépenses, et il n'y a pas de tableau avec les recettes.
Donc, comment ça va être financé tout ça? C'est le tableau qu'on a corrigé, le tableau de recettes. Il est sur table. Budget prévu, page 16. Le tableau à la fin de la page 16, le tableau qui a été corrigé, vous avez normalement sur la table, d'ailleurs. Oui. D'accord, comme il y a 2 pages de dépenses, et c'est ce petit tableau qui compense. Soit c'est vrai, Et puis c'est sur 2021, mais sur les années suivantes, on n'a rien. Sur 2022, 2023. Effectivement, pour l'instant, on travaille 2021, si vous voulez bien. Alors ensuite, les recettes seront semblables sur les années prochaines, j'espère bien. Okay. Et enfin, un dernier point pour ma culture. Il est précisé juste au-dessus de la conclusion, il convient de souligner la bonne santé financière de notre collectivité. Et ça, c'est basé sur quel indicateur? Qu'est-ce qui nous permet de préciser que la collectivité est en bonne santé? Eh bien, il y a les indicateurs, il y a l'excédent de fonctionnement, la capacité d'autofinancement, ensuite le coefficient qui permet de calculer le nombre d'années pour rembourser la dette, qui est actuellement un peu plus de 5 à partir de l'excédent de fonctionnement, qui est un peu plus de 5 ans actuellement. Quand je suis arrivé en 2008, il était plutôt autour de 15 ans que de 5 ans. D'accord. Ça, c'est pas mentionné dans le... Non, mais ça, on le précisera quand on travaillera le compte administratif au prochain conseil du 31 mars. Oui, juste pensez-vous faire faire une analyse rétrospective et prospective? Il y en a eu certains, mais par l'ATD ou pas? C'est toujours possible. Pour l'instant, on n'a pas prévu. D'autres personnes qui veulent intervenir sur ce débat? Dans ce débat. Alors, s'il n'y a plus d'intervention, je vais mettre aux voix. Donc, qui est pour ce rapport? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc 3 abstentions. Alors, sur les orientations budgétaires maintenant du budget de l'eau, en général, on passe assez vite, mais bon, il y a quand même quelques choses importantes à voir. Hein. D'abord, sur notre réseau, donc, comment il se compose. Hein. Il y a le réservoir de Sainte-Marie, qui est le château d'eau, et le réservoir de Picorel, donc, qui ensuite alimente donc, la partie d'Haute-Rive que nous, qui est alimentée par notre usine d'uranium. Sachant qu'une partie d'Haute-Rive, toujours pareil, est alimentée par le SPA, puisque gravitairement, on n'arrive pas à aller jusqu'à ces maisons qui sont au perché. Ensuite, ce qui est à la page 7, c'est qu'on a un rendement qui est très nettement insuffisant, 67,7%. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse pas mal de travaux sur le réseau et qu'on essaie de corriger toutes les fuites. Il y en a une actuellement qui se corrige, qui est un peu extraordinaire, puisque c'est au niveau de l'Enterprise, il y a une fuite tellement importante, évidemment elle est après compteur, mais on m'a parlé de, je ne sais pas si c'est vrai, 62 000 mètres cubes. C'est quand même impressionnant. Parce que vous voyez, la consommation est de 447 000 mètres cubes, 62 000 par rapport à 447 000, ça c'est vraiment une. Alors ensuite sur les tarifs, donc, les tarifs sont inchangés depuis assez longtemps. Sur les résultats, donc, alors les résultats, en fait, on a donc un
excédent de fonctionnement et un excédent d'investissement, qui ne sont pas indiqués sur le tableau. Donc on a, sur donc, le budget prévisionnel, on vous propose donc un fonctionnement à 920 000 € et un investissement donc à 1 137 000 €. Donc 1 377 000 €. En fait, oui, les résultats donc, sont à la page 11, résultats de fonctionnement. On avait 92 889 € d'excédent. Et avec le report, ça fait 222 889 €. Un investissement, résultat de 81 763 €. Et avec le report, ça faisait 1 082 000 €. Plus les restes à réaliser, moins tous les restes à réaliser, un excédent d'investissement après reste à réaliser de 1 042 000 €. Avec une dette qui diminue tous les ans, bien sûr, parce qu'on n'emprunte pas, de 362 469 € au 31 décembre. Alors, cette année, quand même, on a pas mal de travaux qui sont prévus, et en particulier dans le renforcement des réseaux qu'on a passé déjà donc, qui sont passés en commission d'appel d'offres, 175 000 € sur l'impasse de Quillat, 246 000 € au chemin de la Fajole, et 97 500 € sur la rue du président Wilson. Tout ceci étant financé donc, avec l'excédent qui est resté donc, à investissement. Et le report, donc on a un report prévu. Parce qu'on a 222 000 € d'excédent de fonctionnement, donc on verra donc en votant le compte administratif ce qu'on va, forcément on va distribuer cet excédent entre le fonctionnement et l'investissement. A priori, ensuite, on a aussi 40 000 € de virement de fonctionnement qui sont prévus donc, pour boucler le budget. Y a-t-il des questions sur ce budget de l'eau? Des questions, peut-être pas forcément, mais un commentaire et quelque chose que je partage avec vous, c'est le rendement du réseau. Moins de 70%, c'est extrêmement bas. Et en face de ça, donc je vous réjouis qu'on puisse investir pour l'avenir et réaliser des réseaux en base de Quillat, chemin de la Fajole, rue du président Wilson. Et est-ce que c'est sur ces tronçons-là qu'il y a des pertes et que le réseau perd son rendement, ou est-ce que ça ne va pas impacter sur le rendement l'année prochaine? Et qu'est-ce qui est fait concrètement pour faire augmenter ce rendement? Oui, une analyse des fuites est faite en permanence et donc effectivement, on a du pain sur la planche. Oui, juste c'est bon. Juste une petite correction, même si après la nature du contrat est portée prestation de service. Dans le contrat, il est important de mettre prestataire et pas délégataire dans la présentation du contrat, page 5. C'est important pour nous tous, je crois. Est-ce que pour l'affectation du résultat, comme vous avez dit, monsieur le maire, vous verrez plus tard, pour ce qui concerne les charges de personnel, et au chapitre 12, on est d'accord qu'il n'y a pas de personnel sur ce budget-là, que vous faites jouer une convention. Mis à disposition par la... Voilà, c'est une convention que vous faites jouer entre le budget général et le budget de l'eau, c'est ça. Concernant les fuites qu'il y a, parce qu'effectivement, ce qui a attiré très sérieusement notre attention, c'est un rendement vraiment qui... Je ne l'ai pas caché. Voilà, non mais c'est très bien de le dire, mais le curatif est tout aussi important, parce que vous évoquiez tout à l'heure donc des fuites après compteur,
est-ce que vous faites jouer la loi Warsmann dans ce cadre-là? C'est-à-dire que c'est tout le monde qui prend en charge ces fuites-là, hein, qu'un seul particulier pourrait avoir. En l'occurrence, là, c'est 67 000 mètres cubes. Ça veut dire que c'est les autres riverains qui vont payer la facture, hein, de par la loi Warsmann. Donc voilà, et également toutes les fuites qu'il y a au réseau. C'est l'abonné qui ne paye pas, mais ouais, ça n'influe pas sur les autres. À partir du moment où nous avons un excédent qui est important, donc ça ne fait pas un déficit. Oui, je comprends, mais il y a un équilibre budgétaire à respecter, et effectivement, quand il y a des fuites aussi importantes, eh bien, il faut que la facture soit payée par tous. Voilà, et donc d'où l'intérêt quand même de faire des recherches de fuite et de lancer quand même un programme d'envergure par rapport à cela, vu qu'il y a des communes qui sont quand même à des rendements de 90-92%. Voilà, je crois qu'il faut quand même le prendre très sans tricher. Sans tricher sur le même prestataire, sur des réseaux identiques. C'est important quand même de prendre cela en considération, vu quand même que le taux de 67 est un peu alarmant quand même. Hein. On est d'accord. On va essayer de trouver tout ça. D'autres questions, d'autres remarques sur ce, donc on passe au vote sur l'orientation budgétaire, donc qui est pour, qui s'abstient, 3 abstentions. Alors je vous propose de mettre ici le rapport sur table, parler de rapport sur table sur la demande de subvention auprès du département pour la rénovation de toiture. Suite à la visite du président du conseil départemental au local des Restos du Cœur, donc il m'a dit que je pourrais peut-être avoir une subvention de l'ordre de 40% pour financer ces dépenses concernant donc les logements qui servent donc pour le social. Et donc on doit refaire la toiture du local d'insertion et la toiture des Restos du Cœur pour un montant total de 26 872 €. Donc je propose de demander une subvention auprès du conseil départemental. Il y a des questions, des remarques? Alors qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Compte personnel de formation. Donc, effectivement, Madame Moirou. merci. Le compte personnel de formation, en fait, vient d'un ensemble de lois qui ont permis de mettre en œuvre, notamment en mai 2017, le compte personnel d'activité dans la fonction publique et donc d'avoir un parallélisme entre la fonction publique et le privé. Donc en fait, ce compte personnel de formation, il vient en fait d'une partie du compte personnel d'activité qui est divisé en deux comptes bien distincts, ce compte personnel de formation et le compte d'engagement citoyen. Et l'objectif, c'est que en fait, nos agents puissent avoir un droit à la formation qui leur permette notamment d'accéder à des formations qui ne sont pas obligatoires ou nécessaires à leur exercice professionnel et qui viennent finalement remplacer ce qu'on appelait le DIF, pour ceux qui connaissent ces dispositifs. Donc effectivement, comme vous l'avez vu dans la note, on a des limites, donc une limite de 150 heures qui est portée à 400 heures pour les agents de catégorie C, donc la catégorie effectivement première de la fonction publique territoriale et qui sont dépourvus de qualification, afin de leur permettre de pouvoir acquérir des qualifications et évoluer. On peut avoir ensuite un crédit supplémentaire de 150 heures quand on a effectivement un agent qui est dans des situations d'inaptitude à l'exercice de ses fonctions. Donc il nous faut aujourd'hui délibérer sur les conditions et notamment sur l'indemnité et la prise en charge des frais qui peuvent être liés à ces formations. Alors pour ceux qui ne le savent pas, au niveau de la fonction publique territoriale, on a effectivement une offre de formation tout au long de la carrière
en lien avec l'activité, qui est gratuite et qui est proposée par le Centre national de la fonction publique territoriale, donc le CNFPT, et donc qui permet effectivement de réaliser toutes les actions de formation. C'est un petit peu le différentiel par rapport au privé. On a quand même déjà une offre intégrée assez importante. Là, il s'agit vraiment de ces formations à titre individuel. Donc, ce qui vous est proposé, c'est de pouvoir plafonner par agent, donc effectivement à 500 € la prise en charge des frais pédagogiques de ces formations. Je vais vous proposer une modification qu'on avait proposée et validée en CHSCT, qu'on n'a pas effectivement reportée dans la délibération. C'était de pouvoir effectivement déplafonner cette participation, ce plafond, dans les cas justement de reconversion suite à une inaptitude complète de l'agent, parce que c'est vrai que dans ce cadre-là, on peut avoir des personnes qui ont besoin d'un peu plus d'aide de la part de la collectivité, et ça nous semble des situations quand même suffisamment compliquées, dans lesquelles il faut effectivement aider un peu plus ces agents. Les frais de déplacement, il est proposé qu'ils ne soient pas pris en charge. Et donc effectivement, au titre de ce compte personnel de formation, en priorité, nous aurons ces actions de formation pour les situations d'inaptitude, tout ce qui est validation des acquis de l'expérience, donc en lien avec ce que je mentionnais tout à l'heure, sur notamment les agents qui n'ont pas de qualification, tout ce qui est préparation au concours et examen, et en fait vous pouvez barrer la dernière ligne qui elle aussi ne doit pas figurer dans la délibération. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur Gallet? Oui. Oui, donc on en a débattu en comité technique, et du reste il y a eu un débat assez intéressant sur un tas de points, dont le compte personnel de formation. Moi, l'attention que j'avais attirée dans le cadre du comité technique, c'est l'activation du compte personnel de formation, et vous deviez faire donc une note en direction des agents par rapport à cela, c'est-à-dire que nous avons jusqu'au 30 juin, les agents ont jusqu'au 30 juin pour activer ce compte-là. Au-delà de cette date, donc les heures seront complètement perdues. Les autorités centrales ont déjà mis, vu la situation de Covid, on repousserait de 6 mois ce délai. Et je crois qu'il est important, comme nous l'avons dit, de faire une note en direction des agents pour qu'ils soient activés. Est-ce que vous êtes noté? Je vous confirme que ça va être fait, effectivement, et qu'elle sera transmise, comme cela a été dit, au comité technique avec les bulletins de salaire, puisque c'est généralement, effectivement, à ce moment-là, que les agents prennent plus facilement note des informations, mais ça sera aussi retranscrit sur l'intranet et l'extranet de la collectivité. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame Cavalieri? Oui, alors moi en fait c'est une remarque. Eu égard aux sommes allouées aux agents territoriaux, soit 500 € si j'ai bien compris tous les 2 ans, somme qui est quand même destinée à leur évolution dans la carrière. Non, justement non. Non, je sais, c'est pas pour l'évolution dans la carrière, oui. Je sais, excusez-moi, j'ai fait un changer, si vous vouliez dire changer de voie, changer de carrière ou éventuellement s'acculturer, tout simplement évoluer, personnellement, là, c'est ce cas. Voilà. Donc je suis quand même, 500 €, c'est pas beaucoup, je trouve. Bon, mais quand il faut les payer, c'est sûr, ça fait beaucoup. Je suis quand même choquée que des élus osent demander des formations à des prix exorbitants, bien souvent supérieurs à ces sommes, auxquels il faut ajouter les frais de déplacement, paiement des heures chômées, etc. Et à mon sens, je pense que ces gens qui ont des formations ATD qui sont gratuites devraient rougir justement de dépenser quelque peu l'argent du contribuable dans des formations qui sont données par ailleurs, dans des formations fort coûteuses alors qu'on peut les avoir gratuitement. Voilà. Ça, c'était la seule aparté que je voulais faire, le seul commentaire que je voulais faire. C'était l'occasion de le faire. Je vous remercie. Je pense qu'on est peu nombreux à devoir rougir selon votre terme. Vous ne pouvez pas forcément moi je ne préciser, rougis pas, mais il y en a très... Mais il y en a certains qui peuvent rougir. Très grande majorité, voire mais la quasi-totalité. On va dire que, je ne sais pas combien nous sommes, 28. Je pense que 27 n'ont pas à rougir. Effectivement.
Donc il faut souligner quand même pour tous les élus, c'est vrai qu'il faut y penser. Les formations, l'accès aux formations qui est donné déjà de fait et qui est effectivement, pour lequel la commune adhère à l'agence technique départementale, couvre quand même beaucoup de domaines. Et c'est une bonne voie pour effectivement ceux qui veulent justement avoir plus de connaissances sur tous les domaines, plutôt effectivement que les formations privées. Ça me semble tout à fait logique, d'autant qu'elles sont excellentes. Alors, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Oliveira. Oui, je voudrais relever la remarque de Mme Cavalier-Leroux. Pour les formations, je ne sens pas visé particulièrement, mais pour les formations autres que la TD, le choix revient à l'élu. C'est la loi. Et de toute façon, c'est encadré par la loi, on ne doit pas dépasser un certain montant. Donc il ne peut pas y avoir des formations hors de prix. Voilà. N'empêche effectivement, comme dit Mme Cavalier-Leroux, c'est le contribuable qui paye. Voilà. C'est dans ce sens que j'ai voulu le souligner. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Donc je vous propose de mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Le RIFSEP rajoute des cartes d'emploi ingénieurs et techniciens territoriaux. Donc jusqu'à maintenant, donc, les ingénieurs territoriaux et les techniciens territoriaux n'étaient pas bénéficiaires du RIFSEP parce que ce n'était pas possible. Et donc on propose, maintenant que ça devient possible, de rajouter l'article 1 de la délibération les cartes d'emploi suivants, ingénieurs territoriaux et techniciens territoriaux. Je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Il ne restera plus que la police municipale qui ne sera pas encore incluse dans le RIFSEP. Y a-t-il des questions? Juste en comité technique, donc mais vous m'aviez répondu donc, à la question, je m'étais interrogé concernant les... Oui, enfin, si ça ne vous intéresse pas, je ne pose pas la question. Ça vous intéresse ou ça ne vous intéresse pas? Enfin, moi je ne sais pas. Puisque vous n'allez pas poser que les questions qui vous intéressent. Je sais bien, vous allez poser des questions qui vous intéressent. Ah non, parce qu'il se peut que dans la salle, il y a des fonctionnaires qui soient également intéressés. Enfin, je ne sais pas. Oui, je m'étais interrogé par rapport effectivement à des nouveaux arrêtés qui seront pris dans le cadre du RIFSEP transformé pour les cadres d'emploi de la filière technique. Et vous m'avez dit, et cela m'a rassuré, qu'effectivement, les primes transformées, les primes d'origine transformées dans le cadre du RIFSEP ne diminueront pas. Donc là, ça peut aussi tranquilliser les agents qui sont dans le cadre d'emploi des ingénieurs ou des techniciens territoriaux. Voilà, je tenais quand même à le souligner parce que c'est important sur ces agents de savoir que, parce que les primes peuvent certes diminuer dans le cadre de ce transfert de primes. Nous avions appliqué effectivement la même règle que celle qui a été faite pour le précédent, la mise en place du RIFSEP, à savoir le maintien à titre individuel. Ça faisait partie d'ailleurs de la délibération de principe que nous avions pris pour établir le RIFSEP. Donc effectivement, en les intégrant, on prend en compte cette considération aussi. C'est vrai que le maintien individuel de la rémunération vise tout le monde. Je voulais juste préciser, moi, pour ce qui concerne la police municipale, en fait, c'est pas qu'on ne souhaite pas les raccrocher au RIFSEP, c'est simplement que la mise en place du RIFSEP se fait au fur et à mesure d'arrêtés et de décrets qui sont publiés, qui permettent de rapprocher la fonction publique d'État de la fonction territoriale, et qu'à ce jour, il n'y a rien concernant la police municipale, et je pense que ça risque de ne pas encore arriver d'un certain temps. Et juste que vous indiquez qu'il y a quand même aussi, suite à ce premier travail sur le RIFSEP qui a été mis en place donc déjà maintenant depuis un peu plus d'1 an, c'est qu'on va travailler effectivement sur une évolution, puisque la première mouture qui avait été réalisée fait l'objet de discussions aussi, et on expérimente son application, et c'est ce qui a permis aussi de voir des choses qui pouvaient être précisées ou corrigées. Et on vous avez pu voir dans le DOB qu'on parlait aussi de la question de l'organigramme de la collectivité. L'idée, c'est aussi que le RIFSEP puisse accompagner l'évolution de l'organigramme et de l'organisation globale des services depuis effectivement maintenant 3 ans.
on travaille progressivement à une autre structuration de ces services. Bien. Donc, les primes, la prime du RIFSEP concernant donc, les ingénieurs et techniciens ne sera pas inférieure à celle qu'ils avaient avant. Je ne sais pas si c'est pareil à l'évêque. Ce sera pareil, je l'espère. Bien, on voit donc qui est contre, qui s'abstient. Merci pour eux, à l'unanimité. Allez, un peu de SDEC, M. Robert. On est toujours dans la lumière. Donc nous sommes sur le programme de rénovation de l'éclairage public de 2020 avec une demande que nous avions faite en septembre 2020 concernant donc un APS et pour approbation sur la rénovation des rues de l'Abattoir, quartier des Sablons, rue du Ramier et de dépose dans divers secteurs. Tout ceci, ce sont des éclairages type boule qui éclairent beaucoup le ciel et pas forcément la terre. Donc il y a à peu près une quarantaine, un peu plus, 41, quand on a dépose, d'éclairages type boule qui seront remplacés dans les quartiers des Sablons, rue de l'Abattoir et rue du Ramier. En même temps, on en profite dans cette même délibération pour la dépose et la condamnation de divers secteurs. Donc, il s'agit des éclairages qu'il y a sur les bords des berges de l'Ariège, l'éclairage sous le pont également. Tout ça pour les nuisances que ça peut apporter aux poissons, aux animaux nocturnes, à la faune, à la flore. Donc tout ça pour un montant et une contribution communale totale. Alors le total de l'opération, je ne l'ai pas là. 22 277. Alors c'est 110 000 € pour le total et 22 277 € pour la contribution communale. Voilà. Donc après il faut délibérer sur le titre de l'approuver par voie d'emprunt. Voie d'emprunt, ça sera noté comme ça. Voilà. Donc, si on veut bien passer au vote, qui est pour? Il y a des observations avant, s'il vous plaît, excusez-moi, M. Robin. Tout à fait, excusez-moi. Mais tout ce qui concerne la suppression des poules, je suis bien entendu favorable, comme vous. Ça fait de la pollution lumineuse, je trouve que ça fait de la pollution lumineuse, donc c'est très bien. Vous faites le choix de ne plus mettre en valeur les berges, et le mur des berges et le pont, du fait de supprimer cet éclairage. C'est un choix, c'est le vôtre, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas que le mien, c'est discuté en bureau, et puis c'est oui, c'est le vote majoritaire. Non, mais voilà, c'est pas le choix de M. Robert. C'est pas le choix de... Voilà. Ouais. Moi, je ne décide pas tout seul. Bon. En tout cas, c'est pas le mien. Par contre, je trouve dommage qu'on n'aille pas au bout de la démarche, et ça ne sert à rien de laisser du matériel accroché au pont. Alors, comme c'est plus... Enfin, je vous laisse dire. Voilà, donc c'est dommage de ne pas aller au bout de la démarche. On décide de ne plus s'en servir. Peut-être on peut le réutiliser ailleurs, à moins qu'il soit vétuste. Et s'il est vétuste, autant l'enlever, on n'en parle plus. Hein. Je pense que c'était marqué dans la délibération. Pour accéder à ces installations, c'est périlleux. Déjà, il y en a certaines qui sont accrochées sous le pont. Donc il faut aller sous le tablier. Il faut une nacelle spéciale. Ça va coûter encore plus cher que tout ce qu'on pense pouvoir récupérer en spot. Voilà. C'est pareil, l'accessibilité sur le mur, la façade, bon, c'est dangereux. Côté berge de l'Ariège. Donc on a déjà fait une première partie où on a déposé déjà pas mal d'installations sur les berges de l'Ariège, un peu plus en aval. En aval, oui. Donc voilà, on est toujours dans cette politique de nuisance qu'on essaye de réduire. Et donc pour accéder sous le pont, malheureusement, ça coûterait plus cher de... Je suis d'accord avec vous, hein, c'est polluant, mais on ne peut pas faire autrement. Et ça, vraiment, il faut des nacelles spéciales. Peut-être quand on fera la passerelle, peut-être à ce moment-là, avec le projet de passerelle, si on va s'accrocher sous le pont, sous les fils. Peut-être quand le secteur routier enlèvera les embarques, on est en même temps d'enlever et déposer les lumières. Tout ce qui est encore sous les fils.
Bien. D'autres questions? Alors, tu veux le vote? Qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? La condamnation De l'éclairage. voilà, de l'éclairage du pont uniquement. Le reste. Que l'éclairage du pont. Alors, convention, ensuite le service de mise à disposition d'Enedis de la parcelle AM 0349 de Venezuela. Alors, il s'agissait d'une traversée de la 622 qui est faite déjà. C'est une régularisation. Il n'y avait pas de délibération, mais vous avez travaillé quand même sans ça. Y a-t-il des questions là-dessus? Non, pas de questions? Alors, qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions. Ensuite, modification du plan local d'urbanisme. Il y a pas mal de délibérations qui vont s'enchaîner. Madame Moirot, vous avez la parole. Merci. Donc la première concerne une modification numéro 2 du PLU de la commune d'Hauterive. On proposera dans le prochain conseil la délibération de prescription de la révision complète du PLU. Mais eu égard au délai lié à une révision générale, effectivement, on va présenter un ensemble de procédures qui ont pour objet, donc en tout cas en ce qui concerne cette modification, de pouvoir venir apporter des corrections permettant de mieux utiliser le PLU actuel, et ensuite vous les verrez un certain nombre de projets spécifiques. Donc cette première modification a pour objet des objets très précis que vous avez pu voir dans la note. Donc en premier, faire évoluer le règlement de la zone UF. Donc la zone UF, c'est en fait toute l'entrée nord d'Hauterive, toute cette zone qui est un mélange, un joyeux mélange de zones d'activité, de services, de commerce, d'habitat, puisque en fait on peut faire donc, dans la zone UF des logements de fonction à 150 mètres carrés, donc ce qui se rapproche quand même beaucoup plus de maisons, enfin beaucoup de choses qui génèrent quand même des difficultés, et une en particulier dont on a pu discuter déjà dans cette assemblée, c'est de pouvoir arriver à avoir des réelles destinations claires de cette entrée de ville. Donc l'objectif, c'est de réétudier la totalité de cette zone UF et de pouvoir proposer des sous-zonages. Un qui me vient de manière assez évidente, c'est tout ce qui concerne les zones d'activité intercommunales, qui quand même font l'objet vraiment un objectif précis, de pouvoir aussi se questionner et requalifier ce qu'on attend en termes d'accueil, y compris d'accueil commercial et de services sur cette rentrée, puisque effectivement depuis quelque temps on a des opérations qui viennent se mettre en place, et quand on est conforme au règlement, et bien effectivement le permis est délivré. En parallèle, sur certains secteurs de la zone UF, notamment pour certaines activités économiques assez importantes, on a aujourd'hui une possibilité d'occupation du sol qui est limitée à 50% et qui du coup contraint justement la mise en place des activités économiques. Donc il est d'abord proposé ces 2 points qui concernent la zone UF. Ensuite, il y a un point qui est en lien avec certaines délibérations qu'on verra tout à l'heure, c'est effectivement l'emplacement réservé numéro 19 qui était initialement prévu pour le site d'accueil des gens du voyage. Là, je voulais quand même préciser, ce que vous n'avez pas dans la délibération, c'est qu'il s'agit en fait d'une correction, puisque la précédente municipalité, donc avant 2018, avait fait le choix, suite à la demande du propriétaire, de renoncer à l'acquisition du terrain, puisqu'elle avait été mise en demeure d'acquérir, et ce choix avait été fait, donc cet emplacement réservé était de toute façon obsolète, donc il s'agit de le supprimer définitivement du règlement graphique. Assouplir ponctuellement le règlement de la zone N loisir. La zone N loisir, effectivement, nous avons beaucoup d'équipements publics qui sont dans cette zone N loisir, donc essentiellement le long de l'Ariège, et qui sont généralement cadrés par les dispositions du plan de prévention des risques inondations. Donc,
on a quand même des règles qui sont des fois encore plus combinées, en tout cas au règlement du prévention des risques, qui contraignent beaucoup le développement des activités sportives déjà existantes, la plupart, au niveau du rugby, au niveau de la piscine, au niveau du terrain de pétanque, et dont l'idée c'est de pouvoir effectivement réadapter un petit peu ce règlement pour conforter cette vocation de loisir. Les suppressions de pastillage à la hache, là c'est vraiment un petit détail, mais la loi ayant changé depuis quelques années, on n'a plus besoin d'entourer une maison en zone agricole d'une petite zone pour pouvoir autoriser la personne à faire quelques travaux. Donc il s'agit de se mettre surtout en accord avec les nouvelles possibilités de la loi. Donc, je prends un exemple très concret d'un agriculteur qui cesse son activité mais qui pour autant continue à